Votre invité aujourd'hui dans TicTech, c'est Ismaël Emélien, cofondateur de la start-up Zoï, ancien conseiller d'Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Boursorama. Merci pour votre invitation. Vous avez quitté la politique notamment pour faire autre chose et pour révolutionner la médecine préventive grâce à la data. C'est ça le point de départ de Zoï. Zoï qui veut dire d'ailleurs La vie, ouais. en grec. Avec l'idée que c'est important. Une vie plus longue mais en meilleur état. Alors surtout une vie en meilleur état. Ouais, meilleure santé. Le point de départ du projet, c'est de constater que les 3/4 des pathologies qui handicapent nos parents et nos grands-parents et qui entraînent souvent leur décès sont évitables par le comportement. C'est le cas de quasiment toutes les maladies cardiovasculaires, de la moitié des cancers, qui sont le résultat de décennies de modes de vie pas adaptés. Pas adaptés, on le connaît sur les grands axes que sont la nutrition, l'activité, etc., mais pas adaptés aussi au profil personnel de chacun. Et donc votre réponse à vous, concrètement, c'est Alors c'est un check-up, ouais. Donc on opère très nous-mêmes. complet, 37 examens. Exactement. On opère nous-mêmes un centre de bilan de santé qu'on a ouvert dans Paris, qu'on a construit vraiment sur une page blanche, à côté de la place Vendôme, qui nous permet de récolter un très grand nombre d'informations médicales. On croise toutes ces informations, on casse les silos qui existent trop souvent en matière de santé, et ça nous permet d'avoir un état parfaitement précis et complet de la santé d'un individu à un instant T. Et partant de cet état-là, on définit la stratégie médicale et comportementale la plus adaptée pour pouvoir vieillir en bonne santé. Donc l'idée, c'est pas de soigner ex post, c'est exempter, de se dire qu'il y a beaucoup de maladies chroniques qui sont évitables et de les détecter en amont. C'est exactement ça, et d'aller plus loin que le dépistage. En France, malheureusement, on est très bon, enfin heureusement, on est très bon sur le soin, on est très mauvais sur la prévention. En matière de prévention, ce qu'on fait, c'est trop souvent uniquement du dépistage. C'est 1000 fois mieux que rien, il faut faire ces dépistages. Mais le dépistage, comme son nom l'indique, ça vise à détecter une pathologie qui a déjà démarré. Ouais. Or, cette maladie aurait peut-être pu être retardée, peut-être même évitée. Donc on rajoute un volet, nous, qui est vraiment de la prévention, qui est comment est-ce qu'on revient sur une trajectoire de santé qui permet d'éviter ce qui peut l'être. Quel type d'examen concret ? On croise évidemment de la biologie. Ouais. Donc on va doser près de 150 biomarqueurs différents, par exemple, à travers le prélèvement de salive, d'urine et de sang, de l'imagerie. On a 4 étapes d'imagerie différentes, depuis un scanner low-dose jusqu'à un scanner oculaire, en passant par un scanner de composition corporelle, très précis, très important pour savoir comment se situe à un instant de sa vie. Des examens qu'on appelle fonctionnels ou techniques, par exemple la force de préhension. C'est important de savoir comment on se situe à un certain âge en matière de force musculaire. La force musculaire est très corrélée à la survie, au risque de démence, au risque de certaines pathologies chroniques non transmissibles. Et on sait quelle est la trajectoire avec laquelle les muscles s'atrophient au fur et à mesure des décennies. Donc savoir où est-ce qu'on se situe quand on a même 20 ans, c'est important parce que c'est déjà un point de départ dont on est capable de déterminer comment est-ce qu'il va évoluer. Quand on a 20 ans chez vous, je pensais que c'était plutôt un peu plus tard. Hein. Ah non, le plus tôt le mieux. Le plus tôt on sait à quoi on est exposé, à quoi on peut faire attention. À l'inverse, à quoi on n'est pas exposé. Et nous, il y a un grand nombre des membres qu'on suit qui vivent l'expérience comme étant la fin d'une sorte d'épée de Damoclès. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui m'ont dit « j'étais persuadé que dans ma famille, on avait du cholestérol, je me limite sur le fromage depuis toujours et j'ai découvert qu'en fait, j'ai pas de problème. Quoi. Donc le fromage, je peux en manger. » J'en mange tout le temps. Il faut jamais passer dans l'excès, mais, ouais, mais vous voyez, c'est aussi une manière de reprendre le contrôle sur des craintes ou des anxiétés qu'on peut avoir pour des raisons familiales ou parfois de légendes personnelles. Ils ont quel âge, les gens qui viennent vous voir ? En moyenne 51 ans, comme la population générale. bim, je suis dedans. Voilà. Mais ça coûte cher, j'imagine, non ? 3 500 €. Ça coûte 3 600 remboursé € par quelque chose. Pas remboursé. Alors 3 500 €, c'est le prix TTC qui comprend le check-up et 12 mois de suivi derrière. Ouais. Et nous, ce qui se passe après le check-up est presque encore plus important que ce qui se passe pendant le check-up, parce que si vous ne changez rien à votre vie quotidienne après le check-up, vous n'aurez pas d'impact sur votre trajectoire de santé. C'est quoi, c'est une application ? Comment ça se passe ? Il y a deux piliers. Il y a une conciergerie médicale qui vous aide à échéance régulière à s'assurer que vous avez bien fait les examens complémentaires qu'on a pu vous prescrire, que vous prenez bien vos médicaments si vous en avez eu. Et puis il y a une application effectivement qui contextualise et qui personnalise les recommandations. Moi, c'est ma seule expertise. Moi, je ne suis pas médecin initialement. Ouais. En revanche, les sciences comportementales et cognitives, je les ai beaucoup pratiquées dans mes vies passées. Et donc là, aujourd'hui, c'est appliqué à des trajectoires de santé individuelles. Vous avez fait venir aussi Jérôme Salomon, le directeur de la santé qu'on a vu, revu. Je ne rappelle pas des bons souvenirs. Pendant le Covid. Qu'est-ce qui va vous apporter Jérôme Salomon aujourd'hui chez Zoï ? Alors Jérôme Salomon, il a un parcours et un profil qui est exceptionnel, vraiment de classe mondiale. Il était, vous l'avez rappelé, le directeur général de la santé pendant le Covid. Avant ça, il était directeur des crises à la PHP, notamment lors des attentats de 2015. Il était ensuite le numéro 2 de l'OMS, notamment en charge des sujets de prévention. Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement bien
la santé française, à la fois dans sa dimension médicale et scientifique et dans sa dimension administrative et politique. Et il vient nous aider à faire de la France un acteur de référence en matière de prévention. La prévention, j'enfonce une porte ouverte absolue, c'est la seule solution pour maintenir à flot notre système de santé. C'est la seule solution. La trajectoire démographique vers laquelle on se dirige, le vieillissement et l'explosion des maladies chroniques, exactement. Et c'est pas juste la poursuite du trait, parce que ça fait longtemps qu'on entend le trou de la Sécu, etc. Là, on est vraiment au début du papy-boom. On a connu le baby-boom après la guerre. Ces enfants qui sont nés après la guerre pendant le baby-boom sont en train de devenir octogénaires, donc le papy-boom, c'est maintenant. Donc l'explosion des coûts qui va en découler, c'est demain matin. Donc on a un intérêt absolu à tous les plans, en plan individuel, parce qu'on évite des pathologies, on vit mieux jusqu'à la fin, et au plan évidemment sociétal, parce qu'on évite des dépenses, et on évite d'emboliser les parcours de soins pour des patients qui en auraient besoin. On a besoin de basculer sur la prévention. Vous êtes d'ailleurs très critique, pardon je vous coupe, mais vous êtes très critique vis-à-vis du système de santé français. Vous avez par exemple dit « Je suis malade de voir ce que sont devenus nos systèmes de santé et d'éducation aujourd'hui. Ces systèmes doivent être entièrement repensés pour le bénéfice de tous. » Pourquoi de tous ceux qui ont 3500 boules, quoi. Non, justement. Bien au-delà de... Non, je sais, je vous taquine en disant ça, mais aujourd'hui, c'est ce prix-là, mais j'imagine qu'après, l'objectif... On a plusieurs offres et on a même développé un check-up pour les moins de 40 ans qui est à moins de 1 000 €. Ok. Donc on a commencé à démocratiser. Et l'objectif, il y a cet objectif de démocratiser. C'est le seul objectif. Nous, on est une entreprise à mission, au sens de la loi Pacte. Par ailleurs, ça c'est trop peu su, mais je suis heureux et fier de le rappeler, nous, on donne accès à nos données gratuitement pendant la recherche publique. Donc on a déjà constitué une corps de données de santé asymptomatique qui est unique au monde en termes d'ampleur, de qualité de la donnée et de variété des données qu'on récolte. C'est accessible. Les chercheurs publics qui nous regardent savent que c'est accessible gratuitement. Et donc sur le système de santé... Je suis très critique. Non, je suis très critique, pas de l'organisation du système de soins, encore une fois, qui fonctionne bien, qui est accessible, qui est performant et dont on peut s'enorgueillir et qui tient parce que les personnels de santé le soutiennent à bout de bras et donc ils méritent notre soutien, notre reconnaissance, notre admiration. En revanche, je suis très critique de l'absence de prévention. Est-ce que vous savez quelle est la part des dépenses de prévention dans les dépenses de santé en France ? Ridicule. Ridicule, entre 3 et 5%. Et elle se réduit. C'est qu'elle augmente moins vite que les dépenses liées aux soins. Donc on va droit dans le mur. Et encore une fois, je ne suis pas le seul à le dire, et ça dépasse largement Zoï. On va droit dans le mur. Donc il faut construire une approche préventive. D'autant qu'on vit plus longtemps, on va vivre plus longtemps. L'objectif, c'est de vivre plus longtemps en bonne santé. C'est un point essentiel. Un enfant qui naît aujourd'hui en France, son espérance de vie en bonne santé, 65 ans. En bonne santé. Okay, ouais. Tout le monde parle de l'espérance de vie c'est pas beaucoup. C'est 20 ans plus tard. Ouais. Mais la quasi-intégralité de l'espérance de vie qu'on a gagnée depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est l'espérance de vie en mauvaise santé. Okay. Donc en fait, ça permettrait effectivement... Est-ce que vous croyez, un peu comme aujourd'hui les patrons américains de la tech, à cette idée de l'immortalité ? Non. Est-ce qu'on pourrait vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans, 150 ans ? Alors, dans les conditions actuelles, non. Et d'ailleurs, les recherches qui sont menées dans cette visée-là sont destinées à trouver une molécule magique, un médicament qui permettrait d'arrêter ou d'inverser le vieillissement. Tant qu'on ne l'a pas trouvé, ça ne marche pas. En revanche, la prévention telle qu'on la pratique, ça marche. Ça fait des décennies. Eux nous vendent du rêve, vous vendez des solutions. Oui, et c'est une approche plus européenne du sujet. Les Américains, et je simplifie à outrance, mais veulent rajouter des années à la vie. Nous, on préfère rajouter de la vie aux années. Oh, voilà. Il a le sens de la formule. D'ailleurs, puisqu'on parle des formules, pardon pour l'incise, le « en même temps » d'Emmanuel Macron, c'est vous ? C'est vous qui l'avez pondu. On dit que c'est vous qui l'avez pondu. J'ai toujours eu comme pratique de ne jamais revendiquer rien de ce qui a pu être dit par le président. Il est humble. C'est le président qui prononce... Oui, mais c'est vous qui l'avez pondu. Je n'ai jamais revendiqué rien. Est-ce que qu'est-ce que vous répondez aux gens, on en parlait, c'est vrai que c'est assez coûteux, le prix 3 500 €, vous adressez probablement aux cadres supérieurs, ou même aux grands patrons du CAC 40. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que justement vous mettez en place quelque part une médecine trop élitiste ? Alors je réponds que c'est vrai que c'est cher, ça on en est bien conscient. Il n'y a pas une personne chez eux dans la famille peut se payer cet abonnement à 3 600 € par an. Donc c'est une incitation très forte quotidienne. Au début, j'imagine pour tout le monde. Ça coûtera moins cher. Exactement. Donc nous on compte sur un effet volume pour faire baisser les prix. Par ailleurs, c'est beaucoup moins cher que vous alliez faire les mêmes examens vous-même en ville, entre guillemets, 2,5 fois moins cher déjà, donc la valeur médicale qu'on délivre, elle est plus forte. Et enfin,
il faut bien commencer quelque part. Je veux dire, toutes les innovations de la Terre, sous toutes les latitudes, à toutes les époques, ont d'abord été réservées à ceux qui avaient les moyens de se le payer. Je veux dire, deux éléments de contexte un petit peu. Le premier séquençage du génome, ça a coûté 100 millions de dollars. Heureusement qu'il y a eu des gens qui ont accepté de payer des dizaines de millions de dollars pour pouvoir séquencer leur génome, parce qu'aujourd'hui, ça vaut 1000 dollars, un séquençage de bonne qualité. Un fumeur en France, en moyenne, il fume un paquet par jour, ça lui coûte 360 € par mois. C'est plus cher que notre abonnement. Alors d'aucuns, je continue encore, mais d'aucuns aussi vous disent que potentiellement vous développez l'anxiété et le surtraitement de vos membres en détectant parfois des anomalies qui ne sont pas forcément graves, mais du coup les gens se disent « oh là là, j'ai quelque chose que je ne connaissais pas ». Et ça développe effectivement une certaine angoisse. C'est une super question parce que c'est un vrai changement C'est culturel. ce qui fait que je ne pourrais jamais aller les voir. C'est vraiment un changement culturel qu'il faut qu'on embrasse. Et ça va bien au-delà de Zoï. Il y a quelques semaines, le président de l'Institut Curie, qui fait référence en matière d'oncologie, a expliqué qu'en France, aujourd'hui, 100% des cancers, quasiment 100% des cancers, sont curables. Super bonne nouvelle, à une condition, c'est qu'on les détecte suffisamment tôt. Ouais. Et les cancers les plus mortels sont souvent les cancers qui sont silencieux le plus longtemps, dont les symptômes mettent le plus longtemps à être perçus par le patient. Et donc, ils démarrent un parcours de soins à un moment trop tardif. Et donc, ça n'existe pas des anomalies graves qu'il vaut mieux garder couvertes en soi. Ça n'existe pas. Même pour sa santé mentale, Mais même pour sa santé mentale. Et il se trouve qu'on ne mesure rien, on n'est pas capable de prendre en charge. Est-ce que vous êtes rentable aujourd'hui? Non, mais ce sera le cas cette année. Ok, cette année. Est-ce qu'on peut avoir le chiffre d'affaires de Non, on n'a pas communiqué sur le chiffre J'ai pas d'affaires. l'habitude de communiquer sur les chiffres d'affaires que je ne donne pas. Voilà. En revanche, on a fait un peu plus de 60% de croissance l'année dernière. Ah, c'est bien ça. Et on est sur une trajectoire comparable cette année. Donc, Vous avez besoin de sous? J'ai vu que vous aviez levé il y a 4 ans 20 millions d'euros auprès de personnes qui ont les moyens aussi, Xavier Niel et Rodolphe Saadé. Il y a besoin de lever de fonds, j'imagine, pour accélérer ou... Non, on est financé pour atteindre la rentabilité, donc pour ne plus jamais avoir besoin de financement extérieur. Bon, après, on décroche le téléphone quand on nous appelle, donc on a quelques discussions. Et alors, est-ce que vous allez ouvrir, vous vouliez, dans votre objectif, d'ouvrir des centres, pas qu'à Paris, et plutôt même pas qu'en France, plutôt New York, plutôt dans les grandes villes, dans les grandes villes économiques mondiales. Est-ce que c'est encore d'actualité? Absolument. Donc, il pourrait y avoir un centre Zoï à New York, par exemple? Oui. Cette année? Non, cette année, non. D'abord, le centre en question, c'est un peu sur le modèle de celui qu'on a ouvert en France, c'est assez grand. Donc il y a quand même un programme immobilier conséquent à prévoir. Mais on espère pouvoir, fin de cette année, début de l'année prochaine, lancer le projet. Allez, merci à vous pour cet entretien. Donc, Merci. Ismaël Emelien, cofondateur de la start-up Zoï, invité de TIC Tech. Merci. Merci beaucoup.